Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce webinaire à midi pour la création d'entreprise. On est ravis de vous accueillir, Hervé et moi, pour cette première semaine de l'évolution professionnelle. Et aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, on va parler de la création d'entreprise. Alors, déjà, quelques règles et consignes pour animer ce webinaire parce que vous êtes assez nombreux et on va essayer d'être organisé dans nos propos. Donc, toutes vos questions, on vous remerciera de les poser dans l'onglet questions pour pouvoir les trier et y répondre à la fin de notre présentation. On fera, si des questions demandent des précisions, on les reprendra au fur et à mesure, mais sinon, on les prendra à la fin. Pour revenir un peu sur cet événement que sont les semaines de l'évolution pro, qui se tiendront donc jusqu'au vendredi 20 octobre, c'est un événement entièrement digital et entièrement gratuit qui a été co-organisé entre tous les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, donc dont on vous parlera plus précisément en fin de webinaire et dont Hervé et moi travaillons en Nouvelle-Aquitaine. Donc les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, on a été mandatés par France Compétences pour développer cette mission de service public dans les régions. Et vous aurez plus de 100 webinaires à assister jusqu'à la fin de la semaine prochaine sur toutes les étapes de votre évolution professionnelle, sur tous vos projets, donc que ça aille de la reconversion à la découverte de métiers, à la valorisation de vos compétences. Et voilà, et toutes vos questions seront les bienvenues. Donc aujourd'hui, vos animateurs, c'est moi-même, donc Marlène Demaine, chargée de communication du réseau EVA Nouvelle-Aquitaine, et j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Mazanet, avec qui je travaille, qui est conseiller en évolution professionnelle et qui est expert de la création d'entreprise et qui va vous en parler donc dans l'heure à venir. Hervé, est-ce que tu veux rajouter quelques mots? Oui, juste quelques mots pour reprendre rapidement. Je suis donc conseiller en évolution professionnelle à la Chambre des métiers de l'artisanat de Bordeaux et donc de Gironde. Et à ce titre, je suis conseiller en création d'entreprise et conseiller en évolution professionnelle, ce qui sont deux activités distinctes. Et j'aurai l'occasion de préciser le rôle de chacun au cours de la présentation à venir. Merci beaucoup. Du coup, sans tarder, on va commencer parce qu'on n'a que 1 heure et si vous avez beaucoup de questions, on aura le plaisir d'y répondre. Donc Hervé, je te laisse la parole. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter effectivement les étapes de la création d'entreprise et quel est le rôle du conseiller en évolution professionnelle, comment il peut venir en appui, conseil dans les étapes de la réalisation d'un projet de reconversion, de transition professionnelle, de création d'entreprise. Et en particulier, on verra, c'est pas la seule façon qu'il a d'intervenir, de comment mobiliser le dispositif d'émission, dispositif d'émission pour mettre en œuvre un projet de reconversion professionnelle. Donc, on va démarrer tout de suite avec des règles de principe. Alors, juste une précaution par rapport aux questions que vous pourrez avoir et aux réponses. On gardera plutôt un temps en fin d'intervention sur le webinaire pour prendre le temps de répondre aux questions qui vont être posées. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat. Marlène aura l'occasion d'y répondre peut-être directement en fonction du flux. Et sinon, on prendra un temps d'échange en fin d'intervention pour échanger et vous fournir des réponses. Voilà. Donc, juste des règles qui sont des principes qui s'appliquent à toute la gestion de projet d'un projet de transition professionnelle quel qu'il soit, mais celui de la création d'entreprise en particulier, c'est qu'effectivement, pour concevoir un projet, il faut utiliser les bonnes méthodes. Alors, on va voir dans la création d'entreprise, c'est surtout respecter les bonnes étapes et avant tout, comme dans tout projet, se poser les bonnes questions. Hein. Si on se pose les bonnes questions, on aura les bonnes réponses. Ben, si on n'a pas les bonnes questions, ben, on n'aura pas forcément les bonnes réponses. Donc, c'est vraiment insister au départ sur se poser les bonnes questions et on le verra dans la création d'entreprise dans le bon ordre, dans la bonne chronologie. Ensuite, il faut programmer un projet parce qu'un projet, ça prend du temps. Projet de création d'entreprise, ça ne peut pas se faire peut-être en 24 heures. Donc, on va devoir mobiliser les dispositifs, ça prend du temps aussi. Donc, l'anticipation, la programmation, c'est une condition aussi d'amélioration et de réussite du projet. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Alors, des bonnes personnes, moi par exemple, mais bon, je pense qu'il y a d'autres bonnes personnes aussi qui peuvent vous accompagner. S'entourer des bonnes personnes, on va le voir, ça peut être des conseillers, il y en a de différentes natures, on les identifiera un peu plus tard. Avant toute chose, ce qui est important, c'est très bien de prendre du conseil, mais ce qui est très important dans un projet quel qu'il soit, c'est que la décision, ce soit vous qui la preniez et qu'on ne prenne pas la décision pour vous. Donc s'entourer, c'est une bonne chose. Prendre du conseil, c'est une très bonne chose, mais la décision, elle doit être prise par vous et par vous seul. Et enfin, pensez à des pistes alternatives parce qu'effectivement, un projet, il peut être
soit ne pas pouvoir se faire tout de suite, devoir être différé, devoir être reporté, modifié. Et ça, c'est bien d'avoir effectivement des solutions, des plans B, hein, en cas d'échec ou de délai supplémentaire. Et enfin, on verra, il y a dans la création d'entreprise, il peut y avoir aussi des besoins en formation, en développement des compétences, que ce soit pour l'activité envisagée ou que ce soit pour le métier de chef d'entreprise lui-même. Puis on va voir que le chef d'entreprise, il a fait pas mal de choses, il a plusieurs métiers. OK, donc on va démarrer par la présentation globale des étapes du projet. Donc, la première, on verra, c'est l'idée, l'adéquation entre le porteur et le projet. La première question que vous allez vous poser, c'est est-ce que vous êtes bien la bonne personne pour créer votre entreprise dans cette activité? Donc, on va voir ce que ça suppose comme élément d'interrogation. La deuxième question, c'est l'étude commerciale. Est-ce que vous êtes bien au bon endroit, hein, sur votre marché? Est-ce que vous allez pouvoir capter des clients? Est-ce que vous allez pouvoir faire face à la concurrence, et cetera, et cetera. Ça, c'est l'étude commerciale. La troisième, c'est l'étude financière. C'est combien ça va me coûter, ce projet-là, et comment je vais pouvoir le financer. Et on parlera des aides financières, hein, possibles. Et aussi, est-ce que cette activité, elle va être rentable? Parce que je peux peut-être financer mon activité, mais est-ce que je vais gagner de l'argent? Parce que dans l'idée, la création d'entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Ça doit rester, d'accord? C'est un moteur, pas forcément le seul, mais ce moteur-là, il est effectivement important. Donc, cette étape d'étude financière. L'étape suivante, chaque étape étant réalisée après validation de la précédente. C'est un peu le principe. Et enfin, et la quatrième, l'étude juridique, sociale et fiscale. Qu'est-ce que je vais prendre comme véhicule juridique, hein, qu'est-ce que je vais choisir comme statut pour cheminer avec mon entreprise, pour avancer avec mon entreprise. Alors, vous voyez, cette étape, elle arrive en quatrième. Souvent, c'est la première question qu'on se pose quand on a un projet de création. Et ben, c'est très difficile d'y répondre en préambule ou au début. C'est très facile, on va le voir, ou en tout cas, c'est beaucoup plus facile de répondre à cette étape-là parce qu'on a des éléments financiers, commerciaux, etc., qui vont nous permettre de vous décider. D'accord? Donc, ce respect d'étape est important dans la réussite de la conduite d'un projet de création d'entreprise. Ensuite, il y a les aides. Alors, les aides, on a parlé, il y aura des aides financières, mais il n'y a pas que des aides financières. On va voir qu'il y a différentes natures d'aides. Et enfin, si le projet est réaliste, réalisable, et que vous souhaitez le mettre en œuvre, un projet il peut être réaliste, réalisable, et vous pouvez dire ben, finalement c'est pas le bon moment pour, je vais attendre aussi. Hein, et bien à ce moment-là, il y aura des démarches et des formalités à faire pour démarrer votre activité. Et ensuite, quand ça n'est que le début, puisque le démarrage, après c'est lancé, va falloir mettre des choses en place et puis poursuivre, lancer l'activité. Donc on va démarrer par, on va cheminer ensemble sur ce parcours en commençant par la première question, c'est à savoir si je suis bien la bonne personne pour être chef d'entreprise dans l'activité que j'envisage. Et donc, comme je le signais, le chef d'entreprise, il fait beaucoup, en préambule, il fait beaucoup d'activités. En fait, il y a plusieurs métiers dans le métier de chef d'entreprise. Il y a un premier métier qui consiste à faire. Bon, là, on a indiqué donc produire. Ce métier de production, il va falloir donc avoir des savoir-faire, hein, des connaissances. Il peut y avoir aussi de l'expérience. C'est très utile d'être expérimenté quand on veut être chef d'entreprise. Démarrer en tant que chef d'entreprise dans une activité qu'on ne connaît pas, c'est peut-être plus difficile parce on va le voir, peut-être manquer de réseau, d'expertise, peut-être aussi de compétitivité. Voilà. Et avoir des connaissances du métier, on l'a indiqué, ceci sur le réseau, etc. Il faut savoir aussi que dans ces savoir-faire, il peut y avoir des activités qui sont réglementées, donc qui nécessite d'avoir obligatoirement soit un diplôme dans la profession, soit une expérience professionnelle. Alors moi, je travaille à la chambre de métier, donc des activités réglementées, il en existe qui dépendent de l'artisanat. C'est en particulier, bon, par exemple, je vous donne un exemple, la réparation automobile. Pour ouvrir une activité de réparation d'automobile, il faut effectivement savoir réparer une automobile. Et comment est-ce qu'on va vérifier ça? C'est soit vous avez un diplôme, soit vous avez une expérience, et soit vous avez les deux, et c'est encore mieux. D'accord? Donc, sur certaines activités, il faudra vérifier que vous avez bien les savoir-faire et diplômes. Sinon, il faudra passer par une case de formation préalable pour pouvoir répondre à la réglementation. Donc, il faut produire, mais ça ne suffit pas. La deuxième chose qu'il faudra savoir faire, c'est savoir vendre. La première chose que vous allez faire, par exemple, si vous étiez réparateur automobile, vous n'allez pas réparer des automobiles, vous allez vendre de la réparation automobile. Il va falloir attirer le chaland, les clients. Et donc, cette dimension commerciale, elle est très importante.
Et ça, il faut effectivement savoir prospecter, vraiment se fidéliser, avoir un bon relationnel. Il faut avoir des qualités de communication aussi, hein, d'accord, qui vont être utiles dans cette dimension-là. Donc, soit vous avez de l'expérience, soit vous pouvez avoir ça aussi des diplômes, mais c'est indispensable d'être aussi commercial, ou en tout cas, si vous pouvez être aussi plusieurs dans votre projet, qu'il y ait quelqu'un qui sache vendre et quelqu'un qui sache produire. Et puis, une fois que vous savez produire et vendre, il faut aussi savoir gérer, hein. Il faut gérer des stocks, parce que si on veut produire, il faut avoir des stocks, il faut les avoir anticipés, l'approvisionnement, hein, d'accord. Il faut avoir anticipé la trésorerie nécessaire, parce que souvent, quand on produit, on dépense avant d'avoir vendu. Donc, dépenser avant d'avoir vendu, ça suppose d'avoir une trésorerie. D'accord? Des besoins en fonds de roulement, on va le voir quand on parle de l'aspect financier. Donc ça, c'est de la gestion prévisionnelle, surtout dans l'anticipation. Il faut savoir compter, grosso modo, hein, additionner des plus et des moins. Hein. La gestion d'entreprise, c'est pas très compliqué. Bon, hein, il y a 3 touches, hein, sur la calculette. Hein, c'est plus, moins, c'est égal. Hein. Parfois, un petit ratio pour bon, surtout pour vous dire que c'est à la portée de oui, il n'y a pas de nécessité d'avoir des diplômes en comptabilité ou gestion, pas nécessairement, mais pour autant, il faut être quand même à l'aise avec les chiffres pour pouvoir s'engager là-dedans. Et enfin, la dernière dimension, métier du chef d'entreprise, c'est le métier de manager. Faut être, quand on est chef d'entreprise, hein, chef, ça peut s'écrire aussi 2 FE, hein, c'est pas tout à fait compatible. Faut pouvoir mettre la casquette, hein, sur la tête. Il faut qu'elle soit bien ajustée, il faut qu'elle reste bien en plein, la casquette de chef. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre des décisions, hein, y compris sur, d'accord, management, on y pense souvent par rapport aux autres, mais ça veut dire aussi, face à une situation, il faut savoir dire oui ou non. Et quand on dit oui, c'est parce qu'on est sûr qu'on a les conditions favorables pour pouvoir engager l'offre de service ou la prestation. Et si c'est non parce qu'on sait pourquoi. Et puis c'est pas un non merde, hein, c'est un non qui peut laisser ouvert aussi la porte à d'autres décisions à venir, de négociation. Donc c'est vrai aussi, on pense souvent au management par rapport aux personnes qu'on va recruter, hein, qu'on va former, mais c'est aussi, on se manage soi-même. Il faut être aussi discipliné. Quand on va être seul dans son entreprise, il va falloir se lever, prospecter, va falloir gérer, va falloir faire, va falloir gérer tout ça, il va falloir donc être capable de s'autodiscipliner pour bien faire fonctionner son entreprise. À ces dimensions métiers, il y a aussi des traits, on va dire, de caractère qui peuvent être utiles. Alors, il faut savoir prendre des risques, bon, mais mesurer, hein, c'est-à-dire en tout cas prendre des initiatives. Ça semble important, hein, ce qu'on disait sur prendre des décisions. On peut pas, l'entreprise ne peut pas attendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter en disant peut-être. Donc il faut être capable effectivement d'être dans l'initiative, mais encore une fois, une initiative réfléchie, mesurée, d'accord. Il faut être force de conviction, parce qu'il faut être il faut donner confiance, effectivement, et il faut aussi avoir, et pour ça, il faut avoir confiance en son projet, et il faut être compatibilité et tenace, parce qu'il y aura des difficultés, il y aura effectivement des échecs, et c'est souvent les échecs qui sont la condition de la réussite à venir. Donc il ne faudra pas s'arrêter à ces échecs, il faudra savoir se relever. Bon, ces traits là, ils sont pas toujours évidents. Alors vous pouvez vous connaître très bien, savoir que vous êtes comme ci, comme ça ou pas. C'est un peu difficile de faire cet auto-bilan. Mais ce qui est important, et on va le voir, c'est peut-être que c'est plutôt traduire ça dans la dynamique, et notamment dans la dynamique de projet. C'est-à-dire que ces étapes de la création, c'est pas juste de la réflexion, c'est des choses où vous allez pouvoir agir concrètement, aller à la rencontre de votre marché, de vos fournisseurs, de vos clients potentiels, de vos concurrents, aller à la rencontre de vos conseillers, aller à la rencontre de la banque, des financements. Et c'est dans ces démarches, dans cette dynamique, que va se construire au fur et à mesure aussi, peut-être que vous allez prendre confiance, que cette force de conviction, elle va se gagner, elle va devenir plus évidente pour vous, et que vous allez aussi savoir saisir les opportunités qui vont se présenter, et développer et aussi orienter vos projets au fil de vos démarches. Donc cette dynamique, elle est très importante. C'est pour dire aussi qu'un projet de création d'entreprise, c'est pas quelque chose qui se passe seul devant son écran. C'est quelque chose qui doit être animé par une dynamique, notamment une dynamique de terrain, et c'est en faisant qu'on fait. Voilà. Donc cette dynamique est importante pour la réussite. La deuxième étape, c'est l'étude commerciale.
Donc maintenant que vous avez vérifié que vous étiez bien la bonne personne, donc que vous étiez bien, vous aviez le savoir-faire, vous aviez vous saviez vendre, vous saviez gérer, vous savez manager, et ben, vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes bien au bon endroit. Alors au bon endroit sur un marché, donc ça veut dire qu'il faudra connaître l'environnement du marché, d'abord, savoir effectivement bah, où est-ce qu'il y a de la place. Alors de la place, est-ce qu'il y a de la place, est-ce qu'il y a un besoin? Qui vont être vos clients? Qui vont être vos concurrents? Parce que vos clients, ils vont avoir accès à vos concurrents, il va falloir vous positionner par rapport à cette concurrence. Quels vont être vos fournisseurs? Qu'est-ce que vous allez pouvoir vos clients, qu'est-ce qu'ils attendent de vous qu'ils n'ont pas déjà ou qu'ils ont déjà, mais ils ne sont pas forcément bien satisfaits? Donc, voilà. Et puis ensuite, il faut savoir effectivement quels vont être les besoins que vous allez avoir, parce que s'il y a besoin d'être installé à tel endroit, ben, les locaux, quelle dimension, quel matériel vous aurez besoin? Est-ce que vous aurez besoin d'un véhicule? Est-ce que vous aurez besoin de machines? Est-ce que vous aurez besoin de logiciels? Est-ce que vous avez besoin de mobilier? D'accord? Et enfin, combien il vous faudra de ressources humaines, hein, de personnes, et quel type de personnes vous seront utiles pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise. Cette étape d'étude de marché, elle est déterminante à bien des propos, parce qu'elle permet non seulement de vérifier l'opportunité commerciale, comme quoi bah, on a besoin de vous, d'accord, mais aussi vérifier que vos clients sont prêts à payer pour vos services ou vos produits, et à identifier donc ce que veut peut-être un chiffre d'affaires potentiel en fonction du nombre de clients et de ce qu'ils sont prêts à payer, et aussi de bien mesurer les besoins qu'il y aura pour votre entreprise. Et ça, c'est des informations qui sont absolument indispensables pour pouvoir effectivement réaliser l'étude financière de votre projet. Donc l'étude financière de votre projet, elle va chercher à répondre à plusieurs questions. Le premier, c'est comment financer le projet, combien ça coûte. Le deuxième, c'est le compte de résultat prévisionnel. C'est si on additionne les dépenses et les recettes, d'accord, de l'exercice, combien il reste à la fin? Est-ce que l'activité est rentable? D'accord. Il y a aussi qu'est-ce que possède l'entreprise? Quel est son patrimoine? Et aussi, un autre élément de gestion qui est important, on l'a dit, vous allez avoir besoin de réaliser des dépenses, vous allez avoir des recettes, des dépenses, mais peut-être que vous aurez des dépenses avant les recettes, donc il faudra que vous ayez une une trésorerie suffisante pour financer vos dépenses avant d'obtenir des recettes. Et enfin, dans l'étude financière, il y aura effectivement des indicateurs financiers qui vous permettront d'apprécier la performance de votre entreprise. Et notamment, il y en a certains qui sont très utiles et qui sont aussi observés par vos interlocuteurs, que peuvent être vos banquiers, vos fournisseurs, vos clients, d'accord. Et donc, il faudra savoir effectivement bah, connaître pour pouvoir les présenter. Et notamment dans cela, il y a la capacité d'autofinancement qui, on le verra, est importante dans le financement des projets. Dans l'étape suivante, c'est l'étape qui concerne le choix du statut juridique, social et fiscal. Alors, quand on parle d'un statut juridique, en fait, il y a plusieurs conséquences hein, dans le choix d'un statut. Il va y avoir la question de la responsabilité. Qui a la responsabilité de la prise de décision? Alors, c'est qui ça? Évidemment, si vous êtes tout seul, bah, ce sera très probablement et bien évidemment vous, hein. Mais si vous êtes plusieurs, il peut y avoir une prise de décision qui est répartie entre les différents associés ou membres d'accord. Et à ce moment-là, savoir si elle est partagée, si elle est ou si elle est réservée à une personne en particulier, tout ça est possible.
L'autre conséquence du choix d'un statut juridique, ça va être la question du régime fiscal et social. En fonction de donc le régime fiscal, combien vous allez payer d'impôts, d'accord? Et comment vont être calculés votre résultat et combien vous allez devoir payer d'impôts? Est-ce que c'est de l'impôt sur le revenu? Est-ce que c'est de l'impôt sur les sociétés? Et social, c'est quelle va être votre couverture sociale, d'accord? Donc couverture en temps pour tout ce qui concerne la retraite, la santé, la prévoyance, la maladie. D'accord? Et ça, il y a 2 types de statut social, mais votre statut social en tant que créateur d'entreprise, d'accord? Il sera forcément modifié par rapport à celui de salarié, d'accord? Donc vous aurez soit, un statut qui s'appelle un statut de travailleur non salarié, TNS, soit un statut qui est dit d'assimilé salarié et qui ne couvre pas toutes la couverture du salarié. En particulier, mais il y a d'autres aspects qui ne sont pas couverts, sur l'assurance chômage. Si vous êtes chef d'entreprise, vous ne cotiserez pas à l'assurance chômage. L'autre question qui est soulevée dans le choix du statut juridique, c'est la question de la protection du patrimoine et notamment de la protection de votre patrimoine personnel. On va voir qu'il y a eu des avancées législatives importantes sur cette question-là qui vont dans le sens d'une meilleure protection du chef d'entreprise. Donc on en parlera, on détaillera ça un petit peu plus après, on a un slide là-dessus. Il peut y avoir aussi des natures d'activités qui relèvent de certains statuts juridiques. C'est le cas, par exemple, des débitants de tabac. Bon, il y a certaines activités ou certaines activités libérales. Bon, voilà, mais la nature de l'activité peut conditionner le choix peut imposer un statut juridique en particulier, mais en règle générale, l'ensemble des statuts est accessible à toutes les activités. Enfin, directement, on peut choisir. Voilà. Après, d'accord. En règle générale, c'est plutôt ça qui s'impose. Il y a évidemment la situation personnelle qui doit jouer au même titre que, bon, notamment les aspects liés à la protection du patrimoine, mais il peut y avoir d'autres aspects dans la situation personnelle qui rejoignent la situation fiscale. En termes d'impôts, si vous avez un impôt sur le revenu, si vous avez d'autres sources de revenus, il peut y avoir effectivement un choix, une utilisation, mais surtout la règle sociale, si vous avez besoin d'une couverture ou plutôt que d'une autre, d'accord? Si vous avez une famille, si que vous voulez couvrir aussi par ce biais-là, si vous avez des risques de santé que vous voulez mieux assurer ou même prévoir, etc. Si vous avez besoin de cotiser à la retraite ou non, etc., qui font que ça peut aussi être important par rapport à la situation personnelle. Et puis, si vous êtes marié, pas marié, etc., d'accord, en termes de régime patrimonial aussi. Et puis, sa taille d'entreprise et son développement vont rentrer en compte aussi dans le choix du statut. Pourquoi? Parce que, bon, la taille, c'est une chose, et son développement, parce que vous pourriez avoir l'ambition vous pourriez démarrer seul un projet et avoir l'ambition de le développer, de venir y associer des personnes au fur et à mesure du développement de l'entreprise, en ayant des associés, auquel cas vous auriez peut-être un choix d'un statut plutôt qu'un autre, même si vous démarrez seul. Voilà. On va essayer d'illustrer un peu ça par les différents statuts. Donc, notamment sur la suite des statuts juridiques, il y a 2 grandes familles de statuts. Il y a effectivement l'entreprise individuelle et les sociétés. On va avoir donc il y a l'entreprise individuelle. Dans l'entreprise individuelle, on va commencer par elle. On retrouve la micro-entreprise est une entreprise individuelle. La micro-entreprise n'est pas un statut juridique. Le statut juridique de l'entreprise de la micro-entreprise, c'est l'entreprise individuelle. J'en profite pour dire que auto-entreprise, micro-entreprise, c'est la même chose, même s'il y a eu historiquement des évolutions, c'est la même chose, il n'y a pas de débat. Et donc, le statut de la micro-entreprise, c'est l'entreprise individuelle. Sinon, vous pouvez être en entreprise individuelle, on va le voir en avis fiscal au réel, d'accord? Et auquel cas, c'est toujours l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, ça veut dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul chef d'entreprise. Il n'y en aura jamais qu'un seul. C'est la personne qui crée l'entreprise et pour n'y pas y avoir d'associés. Hein, on pourra éventuellement
céder l'entreprise à quelqu'un d'autre. On pourrait éventuellement la liquider pour la rouvrir dans une société, mais c'est un peu voilà. Mais en tout cas, sur l'entreprise statut juridique là, il ne peut y avoir qu'un seul chef d'entreprise et ça veut dire que c'est ce qu'on appelle l'entreprise en nom propre, c'est-à-dire que l'entreprise et la personne, c'est la même chose en termes de patrimoine. C'est-à-dire, il y a une confusion de patrimoine. Ceci dit, la loi a évolué, d'accord, ces dernières années pour dire que dans cette confusion du patrimoine, d'une part, des biens comme la résidence principale n'étaient pas effectivement dans la confusion du patrimoine du chef d'entreprise, c'est-à-dire que qu'est-ce que veut dire la confusion de patrimoine? C'est-à-dire que si d'aventure l'entreprise connaissait des difficultés et avait des dettes, cette dette pour être remboursée, on pourra, si le patrimoine de l'entreprise ne suffit pas, ce qu'elle possède, d'accord, aller sur du patrimoine personnel. C'est plus tout à fait vrai aujourd'hui dans le cadre de l'entreprise individuelle parce que ce patrimoine personnel, en tout cas du chef de l'entreprise individuelle, il va être limité à du patrimoine professionnel, c'est-à-dire uniquement aux biens qui concourent à l'activité exercée, qui sont utilisés. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un véhicule, mais qui n'est pas un véhicule que vous utilisez dans le cadre de votre entreprise, d'accord, il ne pourra pas être, d'accord, qui est un véhicule personnel qu'utilise votre épouse, etc., par exemple, il n'y a pas, ou vous-même, il n'y aura pas possibilité d'avoir recours à ce patrimoine pour rembourser la dette. Bon, encore faut-il que le périmètre de la dette nécessite d'aller chercher sur ce patrimoine-là. Donc, d'accord, c'est une situation bien particulière. Mais en tout cas, l'entreprise individuelle, aujourd'hui, elle a un périmètre de protection qui est plus important qu'elle n'était auparavant, puisqu'avant, ce périmètre s'étendait à l'ensemble du patrimoine personnel. Il y a eu un temps, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, où il existait une entreprise individuelle à responsabilité limitée. D'accord? Une EIRL. C'est une entreprise individuelle à laquelle on avait rajouté une option qui était que la responsabilité de cette entreprise était limitée au patrimoine professionnel. Bon, eh bien aujourd'hui, l'EIRL n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue, de fait, l'entreprise est une entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est pas qu'elle a disparu, c'est que elle intègre en elle-même, c'est plus une option, c'est de fait, l'entreprise individuelle est devenue une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc cette règle de confusion des patrimoines, elle a beaucoup évolué sur l'entreprise individuelle, c'est plus sécurisé, mais c'est différent quand même de la société, parce que dans la société, il y aura un patrimoine distinct, puisque dans la société, contrairement à l'entreprise individuelle, d'accord, où il n'y a pas besoin de statut, puisqu'on crée en fait à partir de son nom propre, là on va créer une personne, d'accord, qui sera une personne morale, une entité juridique, une société, il y aura des statuts, il y aura besoin de déposer des statuts, d'accord? Et cette personne-là, on va la doter d'un capital, d'un patrimoine aussi, d'accord? Et ce sera ce patrimoine qui pourra être, en cas encore une fois, de dette et de capacité insuffisante à l'entreprise de couvrir, ce sera uniquement ce patrimoine qui sera mobilisé pour le remboursement de la dette. Sauf exception, s'il y a eu, soit, notamment des erreurs de gestion suffisamment importantes pour qu'on vous demande des comptes, mais d'accord. Alors ces règles de confusion de protection de patrimoine, évidemment, il faut faire attention, ils ne concernent pas, les conditions d'emprunt, les garanties qu'on peut vous mettre sur des emprunts bancaires. Les garanties, effectivement, ils sont pas sur le ils seront sur le périmètre personnel. Donc, ils ne seront pas sur le périmètre de l'entreprise nécessairement. Donc, si vous avez des garanties d'emprunt, d'accord, qui sont sur votre périmètre personnel, évidemment, ces règles de protection ne s'appliqueront pas au fait d'accord suivant le choix de statut. Vous resterez, si vous voulez, garant d'une dette vis-à-vis de la banque si vous ne pouvez pas rembourser ou si l'entreprise ne peut pas rembourser, si vous êtes porté garant. Sur la fiscalité de l'entreprise, là, l'entreprise individuelle, donc on a dit l'entreprise individuelle, c'est soit l'entreprise individuelle au réel, soit en micro-entreprise. En fait, la micro-entreprise, c'est un régime fiscal. C'est un régime où vous êtes imposé de façon forfaitaire.
C'est-à-dire que le calcul du bénéfice qui est imposable, c'est-à-dire votre revenu, le bénéfice de l'entreprise individuelle, c'est un revenu. Bon, on verra qu'il y a des nuances possibles, mais on va rester sur ce principe-là. Que l'entreprise, le bénéfice, le résultat est soumis à l'impôt sur le revenu. Et le calcul de bénéfice, quand il est au réel, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes vos dépenses, on va prendre votre chiffre d'affaires, vos recettes, hein, ce que vous avez vendu, et on va déduire toutes les charges qui ont contribué à produire ce revenu, cela pendant un exercice généralement d'un an, et on va en calculer le résultat. Donc, vous voyez, il y a trois touches, le plus, le moins et en égal, et ce résultat, il sera soumis à l'impôt sur le revenu. En micro-entreprise, rien n'est déduit, d'accord. Les impôts appliquent un forfait, un abattement forfaitaire sur votre chiffre d'affaires directement en fonction de la nature de votre activité. Si l'activité est une activité de commerce, d'accord, l'abattement, un commerce achat-revente, hein, vous achetez, vous rendez, l'abattement sera de 71%, donc on calculera que votre revenu, votre résultat, votre bénéfice, il est de 29% de votre chiffre d'affaires. Vous avez fait, d'accord, j'essaie de ne pas me tromper, vous avez fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez un bénéfice de 5 800 euros. Un revenu de 5 800 euros, et ce 5 800 euros, ce n'est pas de l'impôt, hein, c'est ce qui va à votre déclaration d'impôt sur le revenu. Ça viendra s'ajouter à votre déclaration sur le revenu. Si vous avez une activité de prestation de services artisanales, les prestations de services artisanales, c'est quand on travaille avec ses mains, quand on fabrique, quand on répare, notamment, quand on coupe des cheveux, etc., c'est le bénéfice forfaitaire, il est de 50% du chiffre d'affaires. Vous avez réalisé 20 000 euros de chiffre d'affaires. Le revenu que vous avez tiré de cette activité, c'est donc 10 000 euros. Et si vous exercez une activité intellectuelle, une prestation de service intellectuel, donc les activités de conseil, de formation ou d'autres activités où il n'y a pas d'achat-revente ni d'activité manuelle, à quel cas l'abattement il est de 34%. Votre bénéfice, il est de 66%. Vous avez fait une activité, vous avez fait 20 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de services intellectuels, activité libérale, hein, on appelle ça aussi l'activité libérale, et donc vous avez fait 13 200 euros de revenus qui iront à votre déclaration d'impôt, et en fonction de votre taux d'imposition, vous payerez plus ou moins d'impôts. Donc ça, c'est sur le régime d'imposition de la micro-entreprise, donc dans le cadre de l'entreprise. Dans le cadre de des sociétés, si vous êtes en EURL, en SARL ou en SAS, ce sont les différents statuts qui existent de la société. Alors, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de l'EURL. Donc, ne pas confondre l'EURL et le URL. C'est effectivement pour ça que c'est il y a parfois un peu confus les termes, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même d'obtenir des informations précises là-dessus. Le URL, ce n'est pas une entreprise individuelle, c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire que c'est une SARL à un associé. On peut être en société et être tout seul en société. On n'est pas obligé d'être plusieurs, minimum 2, pour créer une société. On peut très bien créer une société en étant seul. À la différence de l'entreprise individuelle, ça permettra par la suite de faire rentrer des associés en fonction du développement de l'entreprise. Alors que l'entreprise individuelle, on l'a dit, il ne peut pas y avoir d'associés. Il peut y avoir des salariés, mais pas de salariés. Oui, Hervé, je te coupe parce qu'il y a un problème de définition. Je pense qu'il vaut mieux le clarifier maintenant. Magali demande, est-ce que micro-entrepreneur, est-ce que c'est la même chose que auto-entrepreneur? Et il y a une deuxième question qui est un peu la même chose. Quel est le meilleur choix entre une entreprise individuelle réelle ou micro-entrepreneur? Alors, je l'ai dit rapidement, mais effectivement, c'est la même chose. Auto-entreprise, micro-entreprise, c'est la même chose. Il y a eu historiquement, voilà, si on se réfère, il y a eu chronologiquement, on a commencé à appeler ça la micro-entreprise, comme j'expliquais, c'était un tout en un, d'accord, un statut. Donc c'était d'abord l'auto-entreprise. Aujourd'hui, on appelle ça micro-entreprise, mais la micro-entreprise, c'est aussi un régime fiscal. Bon,
c'est un peu confus, mais en tout cas, il faut être très clair, auto-entreprise, micro-entreprise, c'est la même chose. Quel est le bon choix? Alors, je suis incapable de dire quel est le bon choix parce qu'il faut connaître la situation, mais il y a plusieurs questions à se poser parce que, d'accord, et notamment, on l'a vu, ça peut être ni l'un ni l'autre. Le bon choix, ça peut être celui d'une société, par exemple. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais statut. Tous les statuts sont bons. Sinon, ils n'existeraient pas. C'est simplement, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, hein, dans le cas des situations. Ce qu'il faut vérifier, donc là, je l'ai énuméré un peu rapidement, sur la micro, surtout un des choix qui est important, enfin, une des critères de choix de la micro, bah, il faut vérifier que son résultat réel est bien au moins égal, si ce n'est supérieur, aux bénéfices forfaitaires calculés par l'administration fiscale. Je m'explique. Si tu as une activité de, par exemple, de coiffure en micro-entreprise, coiffure à domicile en micro-entreprise, bah, tu réalises 10 000 € de chiffre d'affaires. D'accord? 20 000 €. On était sur 20 000 €, restons sur 20 000 €. 20 000 € de chiffre d'affaires. Sur une année, tu as fait 20 000 € de chiffre d'affaires. Et il se trouve que ton périmètre d'intervention, il est sur un secteur très large. Tu fais beaucoup de déplacements. Et tu le sais, le prix du carburant est assez élevé. Donc, à l'arrivée, entre tes dépenses de carburant, tes achats de fournitures, ta publicité, éventuellement, tu as un local pour stocker ton matériel que tu loues. Et je ne sais pas, moi, qu'est-ce tu pourrais faire d'autre qui serait, par exemple, tu as pris une assurance complémentaire pour mieux te couvrir au niveau de ta santé. Eh bien, il se trouve que tes dépenses réelles sont de 12 000 €. Ton résultat réel, ça va être donc 20 000 moins 12 000, 8 000 €. Sauf qu'en micro-entreprise, ton résultat, ce sera toujours 10 000 €, puisqu'il est forfaitaire, prestation de service alternatives, il est d'un 50. Donc ça, c'est un des aspects qui est important dans le choix du statut, c'est de vérifier la cohérence du choix de la micro par rapport à l'abattement forfaitaire, par rapport aux dépenses réelles. Mais il y en a d'autres, hein, ce n'est pas le seul, mais celui-là en est un. Est-ce que, bon, j'espère que ça répond à la question. Si c'était pas suffisant, on pourrait y revenir. On y reviendra à la C'est fin si c'est pas suffisant, mais je pense que ça a Il y bien a beaucoup clarifié. de ce webinaire, il a pas, et je m'en excuse, mais c'est le format que toi ça, il a pas pour vocation à répondre aux questions individuellement, et cetera. Il essaye dans la mesure du possible de bien préciser les étapes et les questions à se poser, mais effectivement, ça soulève, mais pas forcément de fournir les réponses. Et j'entends que ça peut être un peu frustrant, mais je trouve ça bien que ce soit frustrant parce qu'au moins, voilà, ça veut dire qu'il y a des questions à se poser. Celle-ci en fait partie, il y en a d'autres. On va voir si par la suite, déjà, ça éclaire un peu mieux. Et puis, on prendra le temps peut-être de repréciser les choses à la fin. Pour terminer avec les sociétés, donc je disais la société, on peut être seul. C'est le cas de l'EURL, qui est une SARL à la société. C'est le cas de la SARL, donc société à responsabilité limitée à un associé, ce serait une EURL, mais sinon on peut être plusieurs associés. Il peut y en avoir jusqu'à 100, hein, puisqu'il faut qu'ils aient une part dans l'entreprise. Donc 100 parts, hein, 100%. Pourcentage. Et enfin, la SAS, qui est la société à action simplifiée. Et si vous êtes seul, société à action simplifiée unique, donc c'est un seul associé. Et là, effectivement, d'un point de vue fiscal, il peut y avoir dans le cas des URL ou des SASU des options fiscales à l'impôt sur le revenu, mais vous pouvez aussi faire le choix de l'impôt sur les sociétés. L'avantage de l'impôt sur les sociétés, l'avantage en tout cas, c'est un impôt forfaitaire. Alors là, il faut calculer entre votre imposition sur le revenu et l'imposition l'imposition sur les sociétés, sachant que si vous prenez si vous vous rémunérez sur votre activité, d'accord, parce que vous êtes gérant et que vous vous rémunérez, ça me paraît là aussi une très bonne idée. Ben, vous aurez quand même de l'impôt sur le revenu sur votre excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Vous aurez encore de l'impôt sur le revenu tiré de votre activité. Par contre, votre revenu sera déduit de résultats de votre entreprise pour calculer les bénéfices et donc sera déduit pour le calcul de l'impôt.
Je te fais Là faire une aussi, on peut pause, pas le temps que tu reprennes un peu, ta voix. Du coup, Jean-Claude, c'est exactement ce qu'on vient de dire. L'impôt sur le revenu est bien que sur les entreprises individuelles, mais vous pouvez faire le choix de l'impôt sur les sociétés que si vous êtes en société. Tu confirmes, Hervé, qu'il n'y a pas d'impôt sur la société quand on est en entreprise individuelle? Alors, il existe, d'accord, un régime. Alors, parce que alors, on peut dire tout ce qu'on vient de dire là, c'est la règle générale, mais il existe à la marge des situations qui autorisent l'impôt sur les sociétés dans l'entreprise individuelle ce qui était avant l'entreprise individuelle à responsabilité, on peut être imposé à l'impôt sur les sociétés en entreprise individuelle aussi. Après, là l'illustration, c'est pour bien, parce que si on en fait, aujourd'hui, les frontières ont beaucoup bougé entre les différentes règles fiscales et juridiques. Mais là, c'est pour présenter les grands principes. Donc là, les grands principes sont ceux-là. À la marge, il existe des options. La règle veut généralement que l'entreprise individuelle soit en impôt sur le revenu, mais dans certains cas, ça peut être impôt sur la société. Après, la question qu'il faut se poser, c'est à ce moment-là, pourquoi pas choisir la société? Parce que dans la société, on verra, il y a une règle de calcul de l'impôt qui est assez différent, qui est un peu différent. Mais oui, pour répondre à Jean-Marc, c'est possible quand même. Merci. Donc, vous voyez, il y a des nuances qui peuvent être importantes et qui doivent être effectivement précises, qui peuvent être importantes. On continue sur, donc il y a le régime, donc on est à notre 5e étape, vous voyez, bon, on chemine. Et donc, il y a notamment, notre projet, il est finançable, il est, euh, il est effectivement, j'ai fait le choix de statut, quelles peuvent être les aides dont je peux bénéficier? Alors, il y a des aides au financement. Ces aides au financement, elles vont être surtout des aides, c'est souvent ce qu'on appelle des prêts d'honneur. C'est-à-dire ce sont des prêts à taux 0%, ce qu'on appelle des avances remboursables. Ces prêts, ils ont souvent pour vocation, pour principe de venir en complément d'un financement bancaire, à l'exception de certains d'entre eux, qui sont notamment les financements en microcrédit. Alors attention, microcrédit, micro-entreprise, c'est deux choses différentes aussi, hein. Mais le microcrédit, c'est quoi? C'est notamment l'ADI, hein. Ce sont des crédits qui sont proposés à des personnes qui seraient pas éligibles au financement bancaire pour des raisons de garantie de patrimoine ou de revenus, etc. Et donc, on est sur des des petits crédits, mais qui peuvent permettre, donc plutôt aux alentours de jusqu'à 10 000 euros, voire au-delà dans certaines enveloppes, mais qui peuvent permettre d'accéder à avoir à du financement quand on n'a pas possibilité de financement bancaire et que on a besoin d'un petit financement. Sinon, les aides au financement sous forme de prêts bancaires, de prêts d'honneur, je ne sais pas si vous pourrez terminer, je n'ai pas pris d'eau en plus. Sinon, les aides au financement en termes de prêts d'honneur viennent souvent en complément du prêt, d'un prêt bancaire. Donc des avances remboursables. Il y a d'autres aides qui ne sont pas forcément des aides financières, c'est notamment des aides sociales en termes d'exonération de charges. Et c'est notamment le cas de l'ACRE, d'accord? L'ACRE, on vous a mis l'URSSAF, parce que l'URSSAF, c'est l'organisme collecteur des cotisations sociales des chefs d'entreprise, des cotisations sociales en général. Et effectivement, il y a une aide qui s'appelle l'aide aux chômeurs, repreneurs, aux créateurs d'entreprises, l'ACRE, qui permet de bénéficier d'une exonération d'une partie des cotisations sociales sur les 4 premiers trimestres de l'activité. Cette aide, elle est réservée aux demandeurs d'emploi, c'est-à-dire aux personnes qui ont créé leur entreprise avec un statut de demandeur d'emploi ou avec bénéficiaire des minima sociaux. Ou dans certains âges, etc. Donc il y a des conditions d'accès et donc ça permet de payer moins de cotisations sociales. Donc c'est une aide financière indirecte, hein, puisque effectivement elle diminue les charges qu'on a en termes de cotisations sociales. Il y a des aides en termes de subventions qui existent aussi, notamment une qui existe en particulier, qui est proposée par le Pôle emploi. Le Pôle emploi qui peut vous proposer
modalités d'aide financière. Alors, c'est soit l'une, soit l'autre, hein, elles sont exclusives, hein. Soit le versement d'un capital sous forme de forfait qui vous est versé au moment de la création d'entreprise. Donc, on vous verse 65 de vos droits restants dus au moment de la création, et cela en 2 fois, c'est-à-dire, au moment de la création, enfin 1 mois après avoir fait les détails, et 6 mois plus tard si vous êtes toujours immatriculé. Donc ça, c'est le versement dit ARS, l'aide à la reprise à la création d'entreprise. Et sinon, il y a une autre option possible qui est d'opter pour ce qu'on appelle le maintien de l'ARE. Le maintien de l'ARE, c'est donc l'allocation de retour à l'emploi, ce qu'on appelle l'allocation chômage. Mais attention, quand on parle de maintien de l'ARE, on ne parle pas de maintien de l'ARE fixe, hein. C'est en complément des revenus d'activité. C'est-à-dire que vos revenus d'activité, et y compris les revenus d'activité de l'entreprise, seront déduits. Alors, il y a une règle de calcul, je ne rentre pas dans le détail, mais seront déduits, d'accord, de l'allocation chômage. Voilà, mais ça peut vous permettre effectivement d'avoir un revenu garanti à minima pendant la phase de démarrage, de lancement de l'activité, et seulement pendant la durée de votre allocation. Vous savez qu'aujourd'hui, les droits sont versés pour une période maximum de 18 mois, et suivant la durée de vos droits, ça sera que pendant la durée de ces droits que ça peut être maintenu. Et il peut y avoir aussi des aides aux investissements, effectivement, en termes notamment, ces aides peuvent venir des collectivités locales. Il y a des territoires où l'entrepreneuriat, l'entreprise, la création, quand on manque, par exemple, de boulangers sur des territoires, ou de ressources qui sont essentielles, eh bien, les collectivités locales, les institutions peuvent financer, ou quand vous avez des projets qui vont dans le sens des politiques de territoire, d'accord, vous pouvez avoir des aides aux investissements sur du matériel, sur du capital, etc. qui peuvent. Il existe aussi des aides réservées à certaines catégories de public, en particulier les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé peuvent bénéficier d'une subvention aussi versée par l'AGFIP, hein. On l'a vu ici, j'en ai pas parlé, c'était dans les aides au financement au-dessus. Je poursuis. D'accord. Restent ensuite les démarches pour effectivement création d'entreprise. Donc, pour immatriculer une entreprise, il faut s'adresser au centre de formalité des entreprises. Et cette activité, alors on l'a mis, mais c'était pour mieux ça n'est plus depuis 2023, début 2023, les centres de formalité ne dépendent pas de la nature des faits. Il y a ce qu'on appelle un guichet unique de formalité des entreprises qui est effectivement l'INPI. Ce guichet est un guichet dématérialisé. Il n'y a pas de guichet de l'INPI, d'accord? C'est ça un accès, mais toutes les démarches, quelle que soit la nature de l'activité, pour être immatriculées, se font dorénavant. La déclaration doit être faite sur le site de l'INPI. Ce qui n'empêche pas quand même d'avoir des interlocuteurs dans les organismes consulaires ou l'URSSAF ou autres quand vous avez des questions par rapport aux formalités, par rapport à la création d'une entreprise. Mais la déclaration elle-même aujourd'hui se fait sur le guichet unique de l'INPI. Alors justement, venons-en à dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement de l'entreprise? Qu'est-ce qui peut être utile, d'accord, pour d'une part, dans la phase d'élaboration de mon projet, pour avoir de l'appui, du conseil, des ressources, des informations, du réseau. Eh bien, vous avez bien évidemment l'un des interlocuteurs de l'entreprise, l'expert comptable, qui peut être le cas, bon, suivant la nature de l'entreprise. Les experts comptables ne sont pas nécessaires sur toutes les activités, notamment sur les micro-entreprises par exemple, mais ils sont très utiles pour ce sont des personnes qui vont suivre l'activité. Il y a bien sûr les organismes de financement, puisque les organismes de financement, ils peuvent non seulement ils vont étudier votre demande, ça permet aussi d'obtenir une validation par ces organismes qui peuvent être utiles pour aller rechercher d'autres financements ou même de la clientèle. Et
mais aussi ils assurent un suivi par rapport souvent d'activité en termes de conseils, les cabinets d'études, les organismes de formation quand il y a un besoin en formation, d'accord, et il existe des formations de préparation à la création d'entreprises qui sont proposées aussi. Les coopératives d'activité quand vous voulez démarrer votre activité en étant incubé, enfin incubé c'est des incubateurs, mais en tout cas en étant porté, voilà, par des coopératives, par des pépinières, non, pépinières c'est différent, les pépinières d'entreprise, d'accord, les chambres consulaires, chambres de métier, chambres de commerce, chambres d'agriculture, qui ont effectivement, bon, d'une part, une expertise en termes d'accompagnement en création d'entreprise aussi, hein, comme d'autres organismes, c'est pas les seuls, hein, qu'il peut y avoir, et qui ont aussi du réseau, de l'information sur les réseaux, les métiers, les activités, etc. Et des actions de formation du chef d'entreprise une fois et qui suivent l'activité une fois artisanale, une fois que l'activité est créée. Est-ce que tu veux que je prenne le relais pour reposer ta voix? Ah ouais, je veux bien, vas-y, Donc, c'est du coup, gentil. comme Hervé vous l'a dit tout à l'heure, ce webinaire a vraiment une vocation à vous donner une information générique qui pose les cadres de référence, mais s'il y a trop d'infos, si on n'a pas pu aborder votre situation individuelle, de toute façon, la réponse est de rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle avec qui vous pourrez prendre le temps de poser toutes les questions auxquelles on ne pourra peut-être pas répondre aujourd'hui. On voulait aussi faire le focus sur un dispositif qui est assez méconnu peut-être et qui vous permet peut-être de conserver vos droits à Pôle emploi dans le but de vous former ou de créer votre entreprise, qui est le cas et le sujet aujourd'hui. Donc le dispositif démissionnaire, c'est un projet, ça vous permet de créer votre entreprise ou de vous former, comme je l'ai dit, mais ça a des critères d'éligibilité qui sont indispensables. Il y en a un qui est obligatoire et je vais le dire et je vais le répéter, c'est de passer par un conseiller en évolution professionnelle et par un entretien avec un CEP pour voir vos droits d'éligibilité et pour constituer votre dossier au dispositif démissionnaire. C'est une étape qui est obligatoire et surtout qu'il faut avoir fait avant de poser sa démission. C'est indispensable. Sinon, on ne pourra pas vous accompagner et ce sera d'autant plus embêtant pour votre projet. Et donc, les critères d'éligibilité que je mentionnais, c'est que déjà, d'une part, il faut que vous soyez en CDI et que vous comptiez au moins 5 ans d'activité dans votre entreprise ou dans plusieurs entreprises, mais 5 ans en activité en CDI. Une fois ces critères-là et que vous avez rencontré votre CEP pour constituer votre dossier du dispositif démissionnaire, il faut savoir que il faut que votre dossier ait un caractère réel et sérieux par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Alors c'est un très long acronyme. C'est en Nouvelle-Aquitaine, c'est les transitions professionnelles, les associations de transition pro, mais qui existent dans toute la France et c'est elles qui ont cette commission et qui vont statuer en fait sur le caractère réel et sérieux de votre dossier. On va voir juste après les étapes parce qu'en fait, pour vous assurer de ce caractère réel et sérieux, vous pouvez aller vérifier votre éligibilité sur le site démissionreconversion.gouv.fr. Donc, il y a eu plusieurs fois la question. Ce webinaire sera en replay sur notre chaîne YouTube, Semaine de l'évolution professionnelle. Donc, du coup, vous pourrez revoir les liens et revoir cette présentation si vous avez des doutes parce que je vais un peu accélérer vu qu'il nous reste plus trop de temps. Donc, une fois que vous avez vérifié votre éligibilité, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle, selon votre statut et votre région. Et avec l'aide de votre CEP, comme je l'ai dit, vous allez constituer votre dossier et le déposer auprès de la commission, qui sera constituée de plusieurs pièces qui constituera ce dossier, donc comme l'étude de marché, le prévisionnel financier, les documents demandés par l'association de transition pro, et ça c'est dans le cadre d'une création d'entreprise. Dans le cadre d'une formation, il y a d'autres pièces, j'imagine, Hervé, qui sont différentes à déposer. En termes de temporalité, donc la commission dispose de 2 mois pour vous donner une réponse. Au-delà, votre demande est considérée comme acceptée, mais en général, on vous donne une réponse. En cas de réponse positive, vous avez 6 mois pour vous inscrire à Pôle emploi et 6 mois pour mettre en œuvre votre projet. Donc, soit commencer votre formation, soit créer votre entreprise. Et en cas de refus de cette commission, vous disposez de 2 mois pour déposer un recours. Et aussi, si vous avez été refusé, rien ne vous empêche de déposer un dossier plus tard, quelques mois après ou une année après, pour refaire un nouveau dossier et argumenter différemment.
Le rôle du conseiller. Donc, c'est pour ça que c'est très important de voir votre conseiller avant de déposer votre démission. Parce qu'en fait, c'est pas lui qui va créer votre dossier, c'est pas lui qui va faire votre étude de marché ou votre business plan. Il est là pour vous accompagner et vous conseiller, répondre à vos questions, à vos interrogations. Hervé vous l'a bien dit, il y a beaucoup de questions à se poser et on peut paraître un peu seul des fois quand on a ces questions à se poser. Donc, c'est d'autant plus important que de se faire accompagner et de pouvoir poser ces questions à quelqu'un. J'ai une précision par rapport à ça. Effectivement, quand on dit c'est pas lui, effectivement, qui est sur des aspects liés à l'étude de marché, la prévisionnel financier, il peut avoir quand même des informations là-dessus. Il peut surtout orienter vers des ressources, des interlocuteurs qui sont sur le territoire. Notamment, il en existe de nombreux, mais y compris des gratuits, hein. Il y a des services gratuits d'accompagnement à la création d'entreprises sur de nombreux territoires et de travailler de concert pour justement préparer et recueillir tous les éléments pour le dépôt du dossier. Voilà. Même si l'activité de création d'entreprise n'est pas la même chose, d'accompagnement n'est pas l'activité la même chose que la conseillère en évolution professionnelle, il s'est orienté vers ces démarches pour y parvenir. Évidemment. Merci de la précision. Donc, je vous en ai parlé en début de webinaire et on en a reparlé pour le dispositif missionnaire. Qu'est-ce que c'est le CEP? Le CEP, c'est une mission de service public et c'est un droit individuel que vous avez tous. C'est un service qui est gratuit et qui vous permet de disposer d'un temps d'écoute et d'un temps d'échange avec un conseiller, quel que soit votre projet professionnel. Donc, le but, c'est que vous ayez du temps, que vous ayez de l'écoute, que vous puissiez exprimer votre projet, vos doutes, vos questions et de pouvoir élaborer un plan d'action et une stratégie par rapport à votre projet professionnel. Donc, il faut savoir que c'est confidentiel, que c'est neutre, accessible et impartial. Et quand on dit tout ça, c'est que accessible, nous, on a un engagement à vous accueillir sous 10 jours. Donc, il y a eu une question sur le délai dans le chat. On va y revenir juste après, mais le premier rendez-vous, c'est sous 10 jours. Donc, pour qui ça a été plusieurs fois posé dans le chat aussi, c'est pour tout le monde. Le CEP, la seule distinction qu'on va avoir, c'est en fonction de votre statut professionnel et votre région, votre opérateur va différer. Donc, pour tout ce qui est salarié du secteur privé et les travailleurs indépendants, ce sont les opérateurs mandatés par France Compétences qui changent selon les régions. Donc, je vous suggère d'aller voir sur moncep.org pour voir qui est votre opérateur. En Ile-de-France, c'est le groupement Évolution. En Nouvelle-Aquitaine, c'est le réseau EVA. Ça dépend vraiment des régions. Pour tous les cadres, toutes les personnes qui ont le statut cadre, c'est l'APEC qui vous accompagnera. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi qui a un service spécifique. Pour les moins de 26 ans, c'est les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est Cap emploi. Je viens de voir dans le chat en passant, CEP pour tout le monde, mais totalement inaccessible pour les personnes sourdes. Alors Cap emploi a un service pour vous accueillir. Il faut vous rapprocher d'eux pour pouvoir les voir. Quel est l'objectif du CEP? Pour les fonctionnaires, pardon, je ne l'ai pas précisé, c'est votre service RH qui le fait et vous avez un site sur le site du gouvernement que je vais vous mettre dans le chat tout à l'heure en lien qui vous permettra de voir vers qui vous pouvez vous rapprocher. Les objectifs du CEP, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend de votre projet professionnel. Ça couvre un large champ d'offres de services, que ce soit le développement des compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, la création d'entreprises comme on a pu le voir aujourd'hui, l'obtention d'une certification professionnelle, une évolution en interne, une promotion ou un changement de métier en externe. On vous accueille sur tous les projets professionnels que vous pourriez avoir. Donc, comment ça se passe? On est sur un accueil individualisé. Il n'y a pas d'atelier collectif qui permet d'exprimer sa demande et son besoin, comme on l'a mentionné tout à l'heure, qui vous donne un premier niveau d'information aussi, qui soit vous suffit, soit vous voulez continuer cet accompagnement. Tout ça, c'est à votre demande, c'est à votre initiative. Et d'identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner à votre initiative. Un accompagnement personnalisé qui permet d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration et l'analyse de la faisabilité du projet. C'est là où votre conseiller intervient parce que c'est lui qui va pouvoir vous donner les informations et qui vous accompagnera dans la construction de votre plan d'action. Donc tout à l'heure, je vous disais c'était sous 10 jours, mais ce qui n'est pas précisé dans les slides et que je vais repréciser, c'est que vous pouvez faire appel au CEP autant de fois que nécessaire dans votre projet. Et une fois votre premier rendez-vous pris, vous pouvez être accompagné jusqu'à 6 mois après le début de votre accompagnement. Donc c'est sur la durée. Si vous voulez continuer le CEP avec votre conseiller, vous pouvez complètement. J'ai été très rapide, j'en suis désolée, mais on n'avait plus beaucoup de temps et je voulais qu'on consacre quelques minutes à vos questions.
Oui, je peux peut-être revenir un petit peu sur les questions parce qu'il y a des questions qui concernent le dispositif démissionnaire qui sont importantes peut-être de rappeler parce que il y a un dispositif notamment sur les étapes du dispositif démissionnaire. Rappeler qu'effectivement un rendez-vous avec un CEP est obligatoire et il faut être accompagné par le CEP aussi pour le dépôt de son dossier. C'est le seul cas, mais il est d'importance, où l'accompagnement d'un CEP est obligatoire. Pourquoi? Afin de bien sécuriser cette démarche, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de démissionner si votre projet n'était pas réel et sérieux. C'est prendre un risque très important. Même si, il y a une question qui va dans ce sens-là, c'est qui nous dit, après le dépôt de dossier, peut-on démissionner avant l'approbation des commissions? Alors, c'est possible, c'est-à-dire que si vous avez si vous avez rencontré un CEP et que suite à cet entretien, vous avez effectivement décidé de déposer un dossier et que vous êtes pressé, que vous voulez démissionner avant le passage en commission, parce que le passage en commission, le temps de monter le dossier, élaborer le dossier, ça peut prendre. C'est pas en une semaine, ça peut prendre, disons, au plus court, ce serait 2 mois, 1 mois, 2 mois, et ça peut prendre plus en fonction du délai pour monter le dossier. Donc si vous souhaitez démissionner avant de connaître la décision de la commission, vous prendrez le risque de toute manière de ne pas être indemnisé pendant la phase jusqu'à l'instruction de votre demande, et vous le seriez éventuellement en cas d'acceptation, mais surtout, vous ne le saurez pas si votre dossier était rejeté. Donc, vous n'avez aucune garantie lors du dépôt que votre dossier soit accepté. Même si le conseiller, d'accord, voilà. Par contre, le fait de rencontrer un CEP en amont vous donne quand même des informations très utiles. D'abord sur la recevabilité de la demande, hein, on l'a rappelé, il y a des conditions pour pouvoir avoir accès au dispositif, et aussi sur une évaluation du caractère réel et sérieux, même si la décision, c'est pas le CEP qui valide le caractère réel et sérieux, c'est un établissement, l'Agence des transitions professionnelles, qui n'est pas où le CEP ne siège pas, hein, et il n'y a pas d'avis sur le dossier remis par le CEP, mais par contre, il doit s'engager à effectivement faire en sorte de de vous aider à formaliser le meilleur dossier pour qu'il soit examiné par la commission. Après, on a beaucoup insisté sur le dispositif démissionnaire, mais dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, si ce dispositif n'était pas pour vous disponible, le conseiller en évolution saura aussi vous orienter vers des solutions alternatives. Il n'y a pas que le dispositif démissionnaire pour créer, il existe des congés pour création d'entreprise, il existe d'autres dispositifs. Il saura aussi vous dire éventuellement, élaborer avec vous des plans d'action, des solutions, d'accord, alternatives pour la réalisation de votre projet. Il y a une question sur Il y le projet avait, de ouais, allez-y, transition professionnelle. Je vais y répondre rapidement vas-y. parce qu'on n'a pas trop le temps. En fait, le projet de transition professionnelle vous permet de garder votre statut de salarié de votre entreprise et de partir en formation pendant 1 année maximum, je crois. Mais ça ne vous permet pas de créer votre entreprise à terme. C'est un dispositif qui vous permet de vous former pour vous reconvertir par la suite, mais pas pour créer votre entreprise. Mais effectivement, les 2 dispositifs existent et ça dépend l'objectif que vous avez et votre projet professionnel que vous avez. Ça pourrait être 2 projets successifs. C'est-à-dire vous pourriez, dans un premier temps, vous former, et dans un deuxième temps, vouloir créer votre entreprise. Mais vous gardez votre statut salarié pendant la phase de BTP, absolument, de projet de transition professionnelle. Voilà, je crois que, je sais pas, Marlène, Oui, on va rendre j'avais une l'antenne, autre question. mais Ouais, on va la rendre parce que je crois je qu'on a un peu m'excuse. débordé. Ouais, je m'excuse pour toutes les questions Et on auxquelles on s'excuse, répondra c'est bien pas. évidemment, voilà, bien évidemment insuffisant, et on aimerait pouvoir fournir. Voilà, le conseil qui reste, et demeure, de rappeler Marlène, c'est effectivement, si vous avez des questions, rapprochez-vous de conseils, d'un conseiller en évolution professionnelle, c'est une très bonne idée, mais il peut y avoir d'autres conseils, en tout cas, voilà, pour la mise en œuvre. Voilà, j'espère que cette webinaire vous aura été utile et je vous en remercie de votre participation. Merci à tout le monde.